Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous invite à prendre place parce qu'on commence maintenant cette édition 2023 du Congrès Première Ligne en santé. Donc, oui, c'est là que ça commence. Ce que j'ai remarqué en plus en voyant la vidéo signature, c'est que tout le monde avait des masques là-dessus. Il n'y en a pas ici. On peut voir de quoi vous avez l'air pour vrai, hein? Ça, c'est assez pas pire. Très content de vous voir. Merci infiniment d'être là, tous et toutes, pour cet événement qui est le plus gros événement en santé au Québec. Un événement qui a même une portée canadienne et internationale, comme vous allez le voir, avec les panélistes, les conférenciers que vous pourrez rencontrer, qui vont vous présenter donc leurs idées au cours de ces 2 jours de congrès. J'étais moi-même hier au souper des conférenciers. J'ai vu tous les échanges. J'ai vu à quel point il y avait une belle effervescence, à quel point les conférenciers sont très contents d'être là et ils ont hâte de partager avec vous là, tout ce qu'ils ont préparé. Donc, on est très, très content de vous accueillir à cette édition 2023. Donc, on est ici, ensemble, au Palais des Congrès. Il y en a qui se demandent si je suis le vrai. La réponse est oui. J'ai mis un sarrau pour être sûr qu'on me reconnaisse. Mon nom est Martin Carly. Je suis vulgarisateur scientifique depuis plus de 30 ans. Je fais de la radio, de la télé, ainsi de suite. J'anime l'émission Génial à Télé-Québec depuis 13 ans, mais je vous donne le scoop. 14 à l'automne, donc on revient pour l'automne, donc je suis très, très content de tout ça. Ah, vous êtes bien gentils, votre pitié m'émeut, c'est bon? Merci infiniment. Vous êtes bien gentils. Et là, bien, c'est sûr qu'il y en a des fois qui se posent la question, oui, mais est-ce que c'est un acteur qui joue le rôle d'un scientifique à la télé ou c'est un vrai scientifique qui fait de la télé? La réponse à ça, c'est que je suis un scientifique diplômé. C'est pour ça que je suis très content d'être ici aujourd'hui. J'ai fait toutes mes études dans le domaine de la santé. J'ai un doctorat de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal en sciences neurologiques, donc la biochimie du cerveau. Donc, ce qui me fascine, moi, c'est vraiment le fonctionnement du cerveau. Ce qui est passionnant, c'est quand on comprend comment le cerveau fonctionne, même si, évidemment, le cerveau recèle plein de mystères, on est capable de créer toutes sortes de choses. Par exemple, moi, dans la vie, ce que j'aime faire, c'est créer des malaises. J'adore ça, vraiment. Créer des malaises, pourquoi? Parce que ça illustre comment le cerveau fonctionne, comment finalement on a appris des choses sans qu'on nous explique quoi que ce soit. Je vous donne quelques exemples, des malaises que vous pourrez utiliser avec votre entourage quand vous les rejoindrez après ce congrès. Premier exemple, lorsqu'on se présente, hein? Puis là, on n'a plus nos masques, on se serre la main, on a recommencé, là, je vois ça ce matin. Bien, il n'y a personne à la vie qui nous a dit que, OK, quand tu serres la main, tu tends la main droite. Personne ne nous a dit ça, mais qu'on soit droitier ou gaucher, on fait tous ça. On tend la main droite, salut, c'est Martin, là. Bon, si vous voulez avoir beaucoup de plaisir et créer un petit malaise, faites ce que je fais régulièrement, vous vous présentez en tendant la main gauche. Ça, c'est super, parce que là, on est les deux sur le même bord. On fait quoi? On se prend la main, on s'en va ensemble. C'est assez étrange. Petit malaise, mais qui vient de rien. Hein? On fait tous ça. Plus gros malaise que je vous partage, c'est sûrement mon malaise préféré. Lorsqu'on est devant un ascenseur, on fait toute la même chose. Les portes s'ouvrent, on entre, on se tourne, puis on regarde les chiffres au-dessus de la porte comme si c'est la chose la plus intéressante au monde. Hein? Personne dans la vie nous a dit, quand tu rentres dans un ascenseur, tu te tournes. Personne. Mais on fait tous ça. Alors, si vous voulez avoir beaucoup de plaisir, faites ce que je fais. Quand les portes d'ascenseur s'ouvrent, j'entre toujours et je me tourne jamais. Et je regarde les gens dans les yeux, dans le fond de l'ascenseur. Ça, c'est un gros malaise. C'est un très gros malaise parce que là, on est pris dans un endroit exigu, on ne sait pas trop comment réagir. Ça, c'est un gros malaise. Plus gros malaise que ça. Trouvez-vous 2, 3 amis, des vrais amis, là, pas des collections de photos sur Facebook, mais vraiment des vrais amis. Placez-vous là à 2, 3, 4 devant l'ascenseur. Dès que les portes s'ouvrent, vous rentrez à la gang, surtout quand il y a une seule personne dans le fond. Vous rentrez à la gang, vous regardez la personne dans le fond de l'ascenseur et là, vous allez faire de la science. Vous allez vous rendre compte que la personne qui est dans le fond va se tourner face au mur 3 fois sur 4, comme pour imiter le comportement des autres. Ça illustre simplement que les humains apprennent justement en imitant les autres. Je pense que tous les parents savent que nos enfants nous imitent, mais ils ne nous écoutent pas. Hein?
On est d'accord avec ça? Alors, c'est le genre de malaise, c'est le genre de choses que j'aime cultiver dans la vie de tous les jours. Je vous en présenterai un petit peu plus là, plus tard, aujourd'hui et demain. Mais ceci étant dit, quelques rappels qu'on doit faire, des rappels d'usage, bien entendu, qu'on doit faire avec ce qui va vous concerner, bien entendu, pour le déroulement du congrès. Congrès, évidemment, qui vise à vous permettre de vous rassembler, de partager, de discuter, bien entendu. Le but, évidemment, c'est de pouvoir faire des découvertes en vous rencontrant, bien entendu. Alors, quelques informations essentielles. La première chose, c'est qu'on va vous scanner, bien, pas vous, là, mais votre petite cocarde, à chaque fois que vous entrez dans une salle ou au salon des exposants. Donc, c'est bien de le prévoir. Donc, dans votre temps, bien entendu. Ceux qui sont déjà inscrits à une séance ou une autre seront priorisés. C'est particulièrement le cas pour les salles AstraZeneca et voilà. Donc, il faut évidemment le planifier. Les pauses et les lunchs se tiendront dans le salon des exposants. Aujourd'hui, la salle dans laquelle on se trouve, la salle plénière, sera ouverte pour l'heure du lunch entre 11h45 et 12h30. Donc, voilà. Et là, on va vous faire entendre deux trucs. Le premier truc, c'est une voix qui vient de je ne sais pas trop où. OK, c'est moi qui l'ai enregistré sur mon téléphone. Mais lorsque vous entendez ma voix comme ceci, ça veut dire que les conférences sont sur le point de commencer. Attention, les conférences vont débuter dans quelques instants à peine. Elles sont sur le point de débuter. Merci de prendre place. Si vous ne prenez pas place, eh bien, nous serons forcés de déclencher un code blanc. Les conférenciers vont devenir agressifs. Oui. Bon, j'ai rêvé toute ma vie de dire ça. Attention, attention, code blanc, L-Ouest, chambre 138. Et maintenant, c'est un fantasme réalisé devant vous pendant 2 jours. Vous allez être tanné après une demi-journée, mais ce n'est pas grave, hein? C'est des enregistrements. Vous allez aussi, dès que vous entendez ce qui suit, donc musique et vidéo, ça veut dire que ça commence. C'est l'indice pour que les conférenciers puissent débuter. Alors, je vous invite à regarder et à bien écouter. La toune est plus longue que ça, mais on essaie de vous faire grâce parce qu'après 3 conférences, la toune, hein, on va toute la chanter dans le corridor. Je peux vous l'enregistrer aussi, si vous voulez, bien entendu. Quelque chose de très important, il y a une application, l'application Pair Connex. Toute la programmation complète du congrès se trouve sur cette application-là. On vous invite, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, à créer, à compléter votre profil et surtout à bien surveiller les salles pour les conférences que vous avez choisies parce qu'il pourrait y avoir eu des changements. Mais sur l'application, vous allez avoir vraiment les informations les plus à jour. D'ailleurs, c'est là que vous allez pouvoir vous inscrire aux différentes activités. S'il y a quelques changements que ce soit, ils vont apparaître au niveau de l'application. On vous invite à autoriser les notifications pour les 2 prochains jours pour justement que vous ayez la toute dernière information la plus à jour. Si vous avez quelques questions que ce soit, on vous invite à aller au comptoir du service à la clientèle. Donc, on pourra répondre à vos questions. Et un peu partout sur le site, vous verrez finalement des lieux de recyclage GoZéro. Donc, on remercie ce partenaire justement pour nous permettre de réduire l'empreinte écologique là, en recyclant tout ce qu'on est capable de recycler, évidemment, pendant le congrès. Maintenant, donc, ça, c'était les informations de base pour vous diriger un peu au courant de ces 2 jours-là. Là, maintenant, j'aimerais qu'on parle du congrès. Et qui de mieux pour parler du congrès que la productrice de l'événement, Isabelle Girard. J'aimerais qu'on l'accueille bien fort, bien entendu. Isabelle? Bonjour, Isabelle. Bonjour. Est-ce que tu es heureuse qu'on soit enfin rendu là, le début de cette édition 2023? Tout à fait. Je suis vraiment, vraiment contente de vous voir ici ce matin. Encore une fois, c'est impressionnant. Martin, tu disais tantôt qu'on est rendu le plus gros événement au Québec. Je peux même vous dire que c'est au Canada. Nous atteindrons plus de 1150 personnes aujourd'hui. L'an dernier, c'était 830 personnes. Fait que c'est grâce à vous. Un gros merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Oui, merci infiniment, effectivement.
La thématique de cette année, c'est la première ligne en santé au cœur du réseau. Peux-tu nous en dire plus? Je vais t'en dire plus, mais Oui. avant ça, Oui. j'aimerais ça inviter deux personnes exceptionnelles à monter Des sur scène, s'il vous invités. plaît. Madame Cindy Lamourou et Monsieur Philippe Trudel. Vous savez, on parle de la première ligne au cœur. Bien, vous avez ici les deux personnes qui sont au cœur de première ligne en santé. Sans eux, première ligne n'existerait pas. Et tout ce que vous allez vivre aujourd'hui comme expérience, parce que première ligne en santé, c'est plus qu'un congrès, c'est grâce à eux. Fait qu'ils méritent une bonne main d'applaudissement. Ouais. Merci. Bravo. Donc, peux-tu nous parler de la thématique choisie pour cette année, Isabelle? Tout à fait. Donc, pourquoi la première ligne au cœur du réseau? Bien, c'est pas compliqué, c'est parce qu'on voulait vraiment penser à vous, puis c'est les gens de cœur qui font qu'on est là et qu'on fait vivre cette première ligne. Donc, on est là pour parler pour vous, avec vous, et on va avoir de super beaux échanges pour faire grandir notre première ligne et regarder vers l'avenir de façon positive. Évidemment, je pense qu'on s'en doute bien, mais première ligne en santé, peux-tu nous dire c'est quoi la première ligne en santé? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Mais la première ligne, tu sais, pour beaucoup, on parle beaucoup des cliniques médicales, des pharmacies, etc., mais ça va bien au-delà de ça. C'est la porte d'accès de notre réseau de santé. Donc, ça devrait être la porte d'entrée. Fait que je vous invite, pendant les 2 prochains jours, à essayer de sortir un peu de notre cadre habituel quand on parle de première ligne, parce qu'on a de la première ligne un peu plus générale, mais de plus en plus, on voit la première ligne spécialisée se développer à travers différentes cliniques. Donc, pour faciliter l'accès à notre réseau. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on va travailler. Et sachez qu'on va avoir toutes sortes de discussions. On est ici pour faire avancer les choses, donc on n'est pas ici pour entendre seulement des choses qui nous plaisent. Donc, on est là vraiment pour animer des discussions, pour nous faire avancer. Évidemment, dans les 2 prochains jours, il est possible que vous entendiez des choses qui ne vous interpellent pas. Et c'est normal, mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on continue aussi à faire évoluer nos pensées, ce qui va nous amener aussi à faire la différence. Hein? Vous m'entendez souvent dire ça. Donc, on est là pour faire la différence. C'est l'objectif du congrès, encore une fois. Ben oui, absolument. Et si on pense au cœur de la santé, on pense nécessairement, je vous le donne en 1000, au fax. Hein? On s'entend? Encore une fois, le fax est au cœur de la santé, bien entendu. Et justement, grâce au fax, ce fax-ci, il fonctionne en passant, regardez, cette jolie couleur jaunâtre, hein? Qui n'est pas d'usine. On le sait parce que lorsqu'on soulève, tu sais, le téléphone qu'on lève jamais finalement, lorsqu'on soulève le téléphone, on voit qu'il est à moitié gris d'un bord et qu'il est jaune de l'autre bord. Hein? On s'entend? Et tu sais, Martin, qu'il fonctionne encore, ce fax-là. Oui, il fonctionne encore. D'ailleurs, on a justement reçu des fax avec celui-ci. Fax qui vont nous permettre de présenter des partenaires qui sont essentiels pour présenter un congrès comme celui-ci. Alors, premier fax qu'on a. Oui, parfait. Donc, on a plusieurs partenaires. Donc, je vais vous nommer. Ils sont vraiment reçus par fax comme ça ici. Je vais vous nommer les partenaires de ce premier fax. Je vous invite à applaudir à la fin du fax. Hein? Parce qu'on le sait, en santé, on applaudit toujours à la fin du fax, quand il est rentré, celui qu'on attendait, bien entendu. Hein? Le pire, c'est que hier, j'étais au souper des conférenciers. Quelqu'un est venu me dire « Vous avez un vrai fax? » Mais quel élément du réseau de la santé va s'effondrer sans son fax pendant 2 jours? Ça m'a fait beaucoup rire. Alors, les premiers partenaires que je vais nommer, Ministère de la Santé et des Services sociaux, le Quartier de l'innovation en santé, l'IPAM, Institut de la pertinence des actes médicaux, Réseau 1 Québec, UATCO Immobilier, Hub Construction, Medphar, Multidé, Boehringer Ingelheim, je l'ai pratiqué hier soir, et Pharmaprix, c'était le premier fax. On peut tous les applaudir, bien entendu. On a beaucoup de partenaires et c'est effectivement, sans les partenaires, on ne serait pas capable d'organiser un événement comme ça. Fait que oui, des fois, c'est long un peu, vous les présenter, mais c'est essentiel pour nous. Donc, moi, je vous remercie personnellement
Parce qu'en plus, plusieurs d'entre eux sont là depuis de nombreuses années. Donc, c'est grâce à vous qu'on peut organiser ça. Absolument, absolument. J'abonde dans le même sens. Évidemment, le congrès, c'est un congrès qui favorise les rencontres, les échanges. Pour justement faire ça, bien, vous avez pensé à des activités même particulières, Isabelle. Peux-tu nous en présenter? Bien, toi qui es un scientifique, Oui. j'ai envie de demander à nos gens, on va vous parler d'un plaquetopoli cette année. C'est Oui. une nouvelle et un... Très excité. Un jeu de société. Je peux-tu demander à ma gang de nous apporter un plaquetopoli, s'il vous plaît? Oh, en plus des comédiens! Écoute. Messieurs Monopoly, bienvenue ce matin! Oui, oui, c'est prévu, c'est prévu. Bonjour, Bon bonjour. Oh, bonjour! Bonjour, bonjour. Très Moi bien, de très bien. même. Enfin, je ne suis pas le seul qui est en sarreau. C'est bon. Donc, vous verrez nos deux Monsieur Monopoly pendant tout le congrès. Ils sont là pour animer particulièrement le Salon des exposants. L'an dernier, nous avons vécu un petit défi. Beaucoup d'entre vous aviez une certaine crainte d'aller dans le Salon des exposants. Et là, tout de suite, je vais vous mentionner. Vous savez, nos exposants sont là pour la même raison que vous. Ils sont là pour vous rencontrer, pour échanger, pour apprendre et pour partager. Donc, n'ayez pas peur d'eux. Et je vais dire aussi aux exposants, sortez de vos kiosques. Vous êtes les bienvenus aux conférences. Vous avez le droit de sortir de votre environnement et aller au-delà des gens. Donc, pour encourager quand même un peu de participation et s'amuser tout en apprenant, on vous a créé un plaquetopoli. C'est le premier Monopoly qui a été conçu sur la première ligne. Donc, vous allez acheter des cliniques médicales, vous allez construire des cliniques médicales, vous allez construire des complexes immobiliers. Donc, tout au long du Salon des exposants, vous avez des partenaires, des kiosques qui ont un collant plaquetopoli. Merci beaucoup, Philippe. Et vous avez tous dans vos sacs une petite plaquette comme ça. Hein? Il y a un petit jeu de mots ici, plaquette. Donc, les exposants ont des petites cartes comme ça à vous remettre. Vous devez en ramasser 6 et vous pourrez vous présenter au kiosque de plaquettes pour recevoir. Tout le monde a le droit de recevoir un plaquetopoli. Donc, amusez-vous, allez voir les exposants et après ça, vous ferez vivre Première Ligne en santé à la maison avec vos enfants et vos familles. C'est beau, bravo! Ouais! Magnifique. Au plaisir. Merci beaucoup. Ah, on a un deuxième fax à révéler juste ici. Alors, d'autres partenaires de l'événement. Alors, à nouveau, on a quelques partenaires ici. J'aimerais remercier Deloitte Digital, AstraZeneca, Pétal, Exact Facturation Médicale, Bonjour Santé, Aquinox, Inforoute Santé du Canada et Sun Life. On peut tous les applaudir et les remercier, bien entendu. Pendant qu'on parle de partenaires, Isabelle, bien, justement, Congrès vise à favoriser les rencontres. Il y a justement un espace particulier pour les rencontres d'affaires, c'est le Salon des partenaires Pharmaprix. Peux-tu nous dire comment ça fonctionne? Tout à fait. Donc, c'est une nouveauté cette année. Plusieurs d'entre vous aviez des objectifs, des fois, de vous rencontrer, mais dans un environnement un petit peu plus propice à avoir une conversation individuelle. Donc, sur Peer Connect, vous avez la possibilité de rechercher des gens, d'identifier et de les inviter dans une rencontre. Il y a effectivement la salle des partenariats Pharmaprix. Vous verrez les indications sur les différentes affiches. Mais dans le fond, vous pouvez recevoir et envoyer des demandes d'invitation pour vous rencontrer à une heure fixe. Évidemment, pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je suis une kingpin de l'accès adapté. Fait que notre salle de partenariat est montée en accès adapté. Il y a donc du walk-in. Donc, vous pouvez aussi vous présenter directement là-bas pour bénéficier d'une table et pouvoir avoir une discussion d'affaires. Donc, on vous invite à l'utiliser. Et bien évidemment, les gens de Pharmaprix seront en tout temps dans la salle. Donc, ils seront heureux de vous rencontrer également, qui que vous soyez. On est là pour faire des belles rencontres. Magnifique. Et justement, on est sur le sujet des partenaires. Donc, un autre fax. Ah, ça, c'est
Prescription, Venixa, crise hémorroïdale, c'est quelqu'un qui a envoyé ça ici. Vous viendrez me voir après. Je sais que c'est un peu gênant devant tout le monde. Dernier. Ah, on en a un autre ici, oui, juste ici. Alors, à nouveau, oui, ça, c'est pas une demande de prescription. Des partenaires, à nouveau. Communique, GTO Gestion Informatique, JGW Avocat et Conseiller d'affaires, Fonds FMOQ, Société de gérance, Novartis et SDI Canada, d'autres partenaires qu'on peut remercier et applaudir, bien entendu. Et là, Isabelle, il y a aussi l'Idéaton Medphare qui permettra un gros brassage d'idées et même une activité spéciale demain. Peux-tu nous en parler? Tout à fait. Donc, pour une deuxième édition, l'Idéaton Medphare est de retour encore plus grand. Donc, nous aurons 5 équipes cette année de 10 personnes qui vont travailler toute la journée aujourd'hui sur des problématiques qui ont été identifiées. Et donc, ils vont travailler à trouver des solutions. Et demain, à 15h15, dans une formule Dragon's Den, il y aura un pitch de ces solutions-là et remise de prix à l'équipe gagnante. Donc, on vous invite. L'Idéaton, bien évidemment, vous pouvez aller juste voir qu'est-ce qui se passe dans cette salle-là. Et si jamais vous avez de l'intérêt, vous pouvez y participer. Donc, on continue à faire vivre l'Idéaton pour une deuxième année. Et qui sait, peut-être qu'une équipe trouvera l'alternative au fax. Hein? On ne le sait pas. On se le souhaite éventuellement. Je suis convaincue que Maël a décidé d'adresser ce problème. Oui, peut-être, parfait. Parce que là, je vais mettre un autre chapeau, celui de porte-parole des serre-plus-à-rien. Sérieusement, là, vos fax, je les veux. Hein? On s'entend? Alors, ça ferait une belle collecte pour les serre-plus-à-rien. Si vous voulez vous débarrasser de vos fax, vous allez dans un des 1000 points de dépôt officiels. Oui, bon. Alors, ceci étant dit, on a des derniers partenaires, justement, à nommer. Alors, nous aimerions aussi finalement remercier les partenaires suivants: Desjardins, Banque nationale, BMO, RBC, Catapulte et Plus Humain, nos partenaires aussi, qu'on applaudit et qu'on remercie pour leur contribution, leur collaboration. Ceux qui sont debout derrière, on vous invite à entrer puis à venir vous asseoir. Là, il n'y a pas d'enjeu. On va passer à la prochaine étape. Oui, oui, absolument. Et justement, on terminerait, avant d'accueillir notre panel, en mentionnant qu'il y a plein de professionnels qui représentent une centaine d'exposants que vous pourrez justement rencontrer. Ce sont des exposants qui sont une inspiration pour tous. Donc, les exposants, Isabelle, quelques mots là-dessus? Comme je vous l'ai dit, ayez pas peur des exposants. Allez les voir, le Salon des exposants est là pour ça, mais ils ont plein d'histoires à vous raconter et c'est la même chose de votre côté. Donc, partagez avec eux, même si vous n'avez pas de pouvoir d'achat, ils ne sont pas là pour faire nécessairement des ventes, ils sont là pour les mêmes raisons que vous, comme je vous ai dit un peu plus tôt. Donc, sur ce, moi, je vais vous souhaiter un très bel événement, mais je vais surtout vous dire, amusez-vous, on est là pour ça. Absolument. Merci infiniment. Isabelle Girard, conductrice de l'événement. Eh bien, on y est. On est à la toute première activité de ce congrès. Cette année, au lieu d'inviter un conférencier vedette, les organisateurs de l'événement ont décidé de vous offrir, en levée de rideau, un panel vedette. Donc, ce sera plusieurs personnes, finalement, qui vont venir vous présenter leurs idées en début de congrès. Et puis, pour vous présenter tous les membres du panel, j'aimerais vous présenter la modératrice, qu'on a entendue pas mal à la radio, à la télévision aussi. Je suis content, je ne suis pas tout seul, c'est le fun. Alors, j'aimerais qu'on accueille bien fort la modératrice du premier panel de l'édition 2023 du congrès Première ligne en santé, le Doc Laberge, Dr Christiane Laberge. C'est à vous. En arrière, on ne postillonne pas assez loin pour vous transmettre quoi que ce soit autre que nos paroles. Alors, vous pouvez vous asseoir en avant, vous allez être les bienvenus. Et aujourd'hui, comme je disais à Isabelle, si je comprends bien ce que tu organises, c'est une machine à popcorn. Parce que les idées vont fuser, puis on fera le tri après.
il n'y a pas de bonnes idées, il n'y a pas de mauvaises idées, tu n'as pas raison, puis j'ai pas tort. Alors, c'est sur cette atmosphère-là qu'on va commencer le débat. Et le débat, ce sera évidemment, la première ligne en santé aura l'air de quoi dans 5 ans? Ça veut dire après un mandat politique. Prochaines élections. Donc, il faut avoir une pérennité qui soit un petit peu plus longue que 4 ans. On a décidé que ce serait 5. Et il faut aller voir comment notre réseau fonctionne, quelles sont les propositions qu'on nous fait, espoir, désespoir, et aussi comment ça va s'articuler au niveau des gens. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis un médecin de famille et je reste un médecin de famille. Il y a les soignés, les soignants, les gestionnaires. Et actuellement, on a un gros problème de santé de ces individus tout le long, ce trajet-là, et il faut y voir. Alors, je vais inviter nos panélistes. On a Dr Gaëtan Barrette, que tout le monde connaît, je pense que ça se passe de CV, hein? Médecin spécialiste, ex-ministre de la Santé et retraité. Actif. Un retraité, mais un retraité actif quand même. Monsieur David Levine, que vous connaissez aussi, un haut gestionnaire, un initiateur, Verdun, Notre-Dame, le gars de la base, prend son équipe, la monte vers le haut, puis on va regarder ce qui est arrivé après. Et Dr Félix Lefat-O, qui est un urgentologue, médecin de famille, base, première ligne. On dit que l'urgence est souvent la deuxième ligne, donc première, deuxième ligne, et représentant de l'Association des médecins pour la décentralisation. Médecins québécois pour la décentralisation. C'est parce que je me suis habituée de dire contre la centralisation, mais c'est pour la décentralisation. Alors, Dr Félix. Si vous me permettez, même si on a un siège, je vais rester debout parce que j'ai toujours besoin d'une laisse un petit peu plus grande. Alors, il faut que je me promène un peu. Je ne veux pas vous tourner le dos, là. Excusez-moi, mais vous pouvez aller vers... Donc, notre première question aujourd'hui sera, on a parlé des soignés, des soignants et des gestionnaire. La santé mentale est un premier enjeu. Première cause d'absentéisme, 60 des consultations au bureau, énormément d'atteintes fonctionnelles, présentéisme et autres. Les gens ne sont pas encore en arrêt, mais viendront. Alors, devant cette situation, on sait qu'en santé mentale, quand on prône l'autonomie, la créativité, donner les moyens d'y arriver et l'imputabilité, on arrive à des résultats globaux d'amélioration de la santé. On va demander par ordre d'ancienneté. David, on va se nommer par nos prénoms parce qu'on se connaît et je pense que vous les connaissez aussi bien que moi. Donc, David. J'aime bien cette notion d'ancienneté. Alors, écoute, on commençait au début très jeune dans ce réseau-là oui, on était bébé. Pour arriver où on est aujourd'hui. Absolument. Bien, j'ai bien aimé le mot autonomie parce que le fondement de notre réseau est de donner à nos travailleurs dans le réseau, nos gestionnaires, nos infirmières, ainsi que nos médecins, l'autonomie de leur pratique et le droit d'innover, le droit d'animer leur environnement. Dans mon époque, et je parle de 1975 à 2000, il y avait le réseau parapublic dans la santé, à laquelle on avait une assez grande autonomie. C'est nos CA qui nommaient les DG, c'est les CA qui nous congédiaient quand c'était nécessaire, et qu'on avait l'autonomie avec nos équipes internes de développer des choses. Aujourd'hui, le ministère avait déterminé quel organigramme doit exister dans chaque établissement. Il n'a pas laissé ça au gestionnaire de l'établissement de le faire. C'est juste un exemple d'une sorte de centralisation qui affecte tout le monde, qui affecte les infirmières, affecte les médecins, affecte les gestionnaires dans notre réseau. Il faut poser la question, pourquoi le réseau a viré dans cette direction et maintenant, comment on peut retourner? Parce que pour la santé mentale, pour les équipes qu'on veut développer, si on ne les donne pas la possibilité d'utiliser leur créativité, leur innovation, développer des nouvelles choses, on n'arrive pas à trouver des solutions. Excellent.
Gaétan, l'autre côté. Chaque médaille a ses deux côtés. Alors, je vais être l'autre côté de cette médaille-là. Je vais commencer par dire une évidence. Alors, il y a suffisamment de gens suffisamment vieux dans la salle pour comprendre que quand j'affirme qu'en 70, en 80, en 90, jusqu'à 2023, il y a eu des changements, c'est encore la même affaire. On parle tout le temps de la même affaire. Alors, ce n'est pas une question de centralisation, là. L'activité de première ligne, en santé mentale ou en autre chose, c'est une activité humaine purement économique. Et il n'y a aucun système économique qui peut donner les résultats escomptés si les résultats ne sont pas définis, financés et mesurés. Alors, le problème que l'on a depuis 1970 à la base, il est celui-là. Le financement n'est pas à la hauteur. Les livrables ne sont pas définis et le système n'est pas mesuré. Alors, peu importe l'époque où vous avez été ou êtes aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas ces éléments-là, on n'aura pas les résultats escomptés. Alors, quand je parle de livrables, bien, c'est ça, mettre le patient au centre du système. Il y a besoin de quoi, le patient? Le système, aujourd'hui, n'empêche pas l'innovation. Il n'y a personne qui empêche un bureau de médecin de s'organiser. Personne. Tout le monde peut patenter son affaire. Tout le monde. Est-ce que ça se fait en fonction d'un livrable? La réponse, c'est non. Est-ce que ça se fait parfois? La réponse, c'est oui. Est-ce que ça se fait de façon uniforme? Non. Alors, la culture à viser, à partir de maintenant, ce n'est pas une question de centralisation ou de décentralisation, c'est une culture de livrable. Il va toujours rester un problème qui est politique, qui est le financement. Et ça, je n'ai pas la solution. Elle est dans la population qui vote, mais elle ne vote jamais dans le sens-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, écoutez le discours d'aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on dit? On ne livrera pas, on veut un système efficace. Efficace, ça veut dire faire plus avec ce qu'on a qui n'est pas assez. Mais on ne définit jamais le livrable. Merci. Félix? Oui. Félix, à la base, travailleur de terrain. Oui, tout à fait. Je voulais juste faire un correctif. Je suis médecin de famille hospitaliste et non OK. urgentologue. Puis je travaille aussi au DRMG, au 6 de la Montérégie-Ouest. Je salue mon PDG dans la salle, M. Grivoval. Bon. Tu ne te sens pas censuré? Oui, là, je me sens mieux. Donc, ben, écoutez, c'est ça, je vais rebondir sur ce qui a été dit. Je représente le RQMDSS, donc le Regroupement québécois des médecins pour la décentralisation. Et nous, on prône beaucoup la collaboration avec les patients et les citoyens. D'ailleurs, on collabore avec l'Alliance des patients pour la santé et le Regroupement provincial des communautés des usagers. Et on a sollicité aussi beaucoup de MRC et de villes sur le terrain. Donc, on est très terrain. On représente plus de 800 000 citoyens au Québec. Et ce qu'on prône, c'est une réelle décentralisation, pas une déconcentration. Une réelle décentralisation, c'est de donner les pouvoirs aux gens sur le terrain à la première ligne. Je vous donne vraiment un exemple. Là, les GMF, par exemple, les DRMG, ça a été des départements régionaux de médecine générale, pour ceux qui ne savent pas, des entités qui sont demeurées décentralisées suite à de nombreuses réformes. Et ça a donné des fruits vraiment inestimables durant, par exemple, la pandémie. On a eu beaucoup de résultats convaincants. On a pu avoir une réactivité ponctuelle, mettre sur pied des cliniques respiratoires, aller dans les RPA, les CHSLD, grâce à une coordination locale, vraiment. Donc, nous, on prône, oui, la décentralisation, mais avec le patient au cœur du système. Pas seulement, on parle souvent c'est des promesses qu'on va consulter, tout ça, mais nous, moi, je pense qu'il y a une chaise qui manque ici, c'est la chaise du citoyen, du patient à côté de nous. On parle souvent du patient partenaire, le partenariat avec le public. On veut que ça se passe. On veut que dans 5 ans, il y ait une réelle décentralisation, puis qu'on interpelle les gens. Parce que moi, je parle à des maires et des mairesses, des représentants des élus, des citoyens. Ils veulent avoir du pouvoir, se réapproprier leur système de santé, et ce n'est pas le cas actuellement. Merci. On avait un organisme, et tout le monde a connu ça, les CLSC, Centres local de services communautaires. Est-ce qu'on va abolir ça, repartir ça sur un autre nom? Bien, la réponse, c'est non. Parce que là, dans toute votre organisation, c'est quoi? Bon. En ce qui me concerne, les CLSC ont évolué par rapport au concept initial. Le concept initial
de CLSC a migré vers ce que sont les GMF aujourd'hui. Les GMF font ce que les CLSC ont été conçus. Maintenant, aujourd'hui, un CLSC occupe une niche qui s'est développée involontairement. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que là, ce serait très politique, mais ils se sont développés dans une niche qui est essentielle. Alors, la niche que je qualifierais de sociale, de maintien à domicile, de soins de fin de vie et ainsi de suite, ça doit rester, ça doit être développé, puis ça, c'est la quintessence du travail d'équipe. Ce qui était conçu pour être le CLSC, là, David, parle pas mal. De l'époque. Mais du temps de David. Moi, il parle d'une époque. Moi, j'étais DG, excuse-moi. Voilà. En 1975, DG d'un CLSC, on avait 23 médecins dans le CLSC. Ouais. On avait toute une équipe. C'était une famille ensemble et on livrait un service à la population, docteurs, autres professionnels, tout ensemble. Et éventuellement, puis c'était des internes de l'Hôpital général de Montréal, parce que les médecins n'ont pas été payés comme médecins autonomes à l'acte. Le gouvernement voulait, à cette époque-là, qu'ils étaient payés à salaire. Puis les médecins ne voulaient pas être payés à salaire, ils ont resté à côté. Et c'est ça que Gaétan dit, les CLSC est devenu un lieu social, soins à domicile, haute activité, mais ce clivage entre les médecins et les autres professionnels est un des problèmes fondamentaux de notre système d'aujourd'hui. Ce qui me ramène au livrable. Alors, un livrable, à un moment donné, là, ça veut dire voici ce qui est attendu et voici ce sur quoi vous allez évaluer. Et ça, c'est normal. Alors là, que vous le vouliez ou non, là, et que je le veuille ou non, la donnée existe pour démontrer qu'aujourd'hui, la première ligne peut être accessible avec les ressources que l'on a, mais l'exécution sur le terrain fait en sorte qu'on a une force de travail qui ne livre pas ce qu'elle est capable de livrer. Je ne parle pas de travailler 50 heures par semaine, c'est pas de ça que je parle. Là. Je le répète, je l'ai déjà dit, les modélisations sont faites à 35 heures par semaine, 40 semaines par année, mais malheureusement, ça n'arrive pas. Félix. Oui, mais ça, c'est un bon point, l'exécution. Moi, j'ai une vision très terrain. Je travaille avec les médecins en CLSC. Je collabore pas seulement avec les médecins, mais toute l'équipe de soutien à domicile, interdisciplinaire. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a beaucoup de bureaucratie. Il y a beaucoup de centralisation. On n'a pas de sentiment d'appartenance. Comment on peut exécuter? Il y a un taux de roulement élevé. Comment on peut desservir la population de manière efficace? Si on ne se sent pas, si on n'a pas ce sentiment d'appartenance-là à ce milieu de pratique. Donc, nous, on prône une pratique ancrée dans la communauté, mais pour ce faire, il faut décentraliser. Il faut des gestionnaires sur le terrain, il faut un esprit de famille. Puis pour bien exécuter, c'est très important. Donc, pour nous, c'est la clé. Il faut comprendre la notion de décentralisation. Dr. Barrett a raison. Il faut connaître un livrable, puis il faut être capable de mesurer. Mais il faut faire ça humainement. Il faut faire ça avec la collaboration des patients, avec le reste du système. Quand on a introduit dans le dogme ces collectes de données, ces collectes de livrables, on devient de plus en plus bureaucratique, de plus en plus rigide, et ça devient la seule obligation des gestionnaires de réseau, dont leur obligation principalement doit être de créer une atmosphère de travail conviviable. On est dans un réseau humain, c'est de contact personne à personne, et c'est ça qu'on doit supporter. Alors, pas à l'encontre des besoins des données et de définir les livrables, mais de ne pas aller à l'extrême dans un mécanisme de commande et contrôle pour l'obtenir. Ce n'est pas ça la question. La question... Moi, je comprends vos applaudissements et je vais vous renvoyer la balle et j'espère qu'il va en avoir un ou deux qui vont applaudir. Ceux et celles d'entre vous qui êtes passés il y a quelques années à l'accès adapté, alors n'hésitez pas à applaudir s'il y en a. Vous avez tous et toutes été plus heureux professionnellement, ainsi que vos patients, quand vous êtes passés d'un mode relativement froid de faire ce que David a décrit, puis je suis d'accord avec lui,
parce que vous êtes entré dans un univers où il y avait la satisfaction du patient. Mais quand vous êtes passé à l'accès adapté, là, quand vous avez fait ça, hein, vous avez fait ça parce que vous vous êtes organisé pour que les patients aient les services. Le rôle de l'État, lui, c'est ça son rôle. Il ne peut pas faire autrement, l'État. Le rôle de l'État, c'est de mettre en place un fil conducteur de livrables et de mesures. Après, vous faites ça comme vous voulez. Mais comme vous voulez, là, organisez-vous pour les services. Je vais prendre un exemple qui ne vous touche pas, là, OK? Mais que vous avez vécu il y a 2 ans. Quand l'État a décidé de faire Clic Santé, puis il n'a pas besoin de faire ça parce qu'il y avait déjà le logiciel puis ils ne l'ont pas utilisé, mais quand ils ont décidé de faire ça avec la campagne de vaccination, il n'y a pas une région qui l'a fait de la même manière. Il n'y en a pas une. Tout le monde l'a fait comme bon leur semblait, au sens où, comme ce qui était faisable, et ça a été un succès. Alors, il y a eu une décision centrale, il y a eu un outil informatique mis en place, et il y a eu une exécution sur le terrain. Bien, déclinez ça à la hauteur du terrain et vous allez avoir le résultat. Félix? Je voudrais rebondir. Attends une minute, Félix, j'attends les applaudissements pour l'accès adapté. Il y a un petit délai. Je voudrais rebondir sur l'accès adapté. C'est un bon point. C'est une initiative qui vient du terrain. Ben oui. Et ben, voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui a été imposé. Donc, je pense que... Non, mais je pense que... Non, c'est... Ça a été fortement suggéré. Oui, Un tout à instant, fait. là. Fortement suggéré. Les gens ont embarqué. Pourquoi? Parce que ça faisait du sens. Effectivement, en tant que médecin de famille, on se dit on veut être accessible pour nos patients. Ça fait du sens. Les gens ont embarqué. Comme le GAP, le guichet d'accès première ligne, une initiative encore du terrain, du DRMG, du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est la décentralisation, les initiatives Non. du terrain qui Ça, vont faire c'est en sorte pas- que les gens vont embarquer. Je suis désolé, mais je dois faire un correctif. Alors, l'accès adapté a cru dans tous les sens du mot, là. Il a cru quand j'ai déposé la loi 20, quand il y a eu une contrainte. Il y a du monde qui... Bien, c'est de même. Alors, il y a 2 mesures qui ont eu un impact dans le système de santé dans les 25 dernières années. La loi 20 et la loi 130. La 130 pour les spécialistes, la 20 pour les omnis. Et les omnis ont augmenté leur capacité, sont passés en plus grand nombre à l'accès adapté. Ça a arrêté pour les raisons que vous connaissez. Et la loi 130 forçait les spécialistes à aller faire leur consultation de jour et les internistes à faire de l'hospitalisation. Dans ces 2 cas de figure-là, 1, la première ligne s'est améliorée. 2, la durée moyenne de séjour à l'urgence sur civière est passée de 24 heures et plus à 12,5 heures, qui était l'objectif établi par David Levine en 2000. Maintenant, ils ne sont plus en action, ces affaires-là. Mon point ici, là, c'est que c'est le rôle quand même de l'État de mettre une contrainte qui amène le changement de comportement. C'est juste ça. Le changement de comportement vous appartient. Ça a été fait, pas assez, c'est faisable. Continuez dans le bon sens. David. Je vais juste aller vers un autre élément, ce qui me préoccupe depuis longtemps. Et je vois le titre de congrès, la première ligne au cœur de réseau. Pour avoir une première ligne, c'est parce qu'on a une deuxième ligne. Parce qu'on a 2 lignes. Mais c'est juste un système de santé. Il ne devrait pas avoir une première ligne et une deuxième ligne. Il devrait avoir une seule équipe. Et la seule équipe a des intervenants qui sont le porte d'entrée, qui font l'investigation, qui font l'évaluation, qui prescrivent traitement, médicaments ou envoient à un autre professionnel spécialiste pour faire un traitement plus poussé, mais ça doit retourner pour le suivi, parce que si on fait le suivi de la gestion maladie chronique, on n'arrive pas à garder une population en santé. On parle de l'approche populationnelle, puis on reste hospitalo-centrique. Et avec cette première ligne et cette deuxième ligne, on maintient ce discours continuellement. Et la question est posée, comment changer le discours pour qu'il y ait une équipe et que les spécialistes, les omnis, travaillent vraiment ensemble et pas séparément. Et que même les spécialistes entre eux travaillent ensemble. Pas Oui. demander une consulte en gastro parce que Raison. le patient a une douleur. Tu as raison. Il faut qu'il soit donné du pantologue même s'il est cardiologue.
Je suis d'accord avec ça, moi. Alors ça, on n'a pas assez ça, mais toi Ben. qui travailles à l'hôpital, tu le sais. Oui. Ben, pour revenir aux exigences rapidement, qu'on pense aux AMP, les PREM, tout ça, on garde la relève en médecine de famille principalement et aussi les gens à la pré-retraite. Les effectifs s'effritent. Donc, je pense qu'il faut revenir à la base, il faut revenir au dénominateur commun sur le terrain. Et ce que vous dites, M. Levin, c'est très vrai. Les initiatives, comme j'ai dit, doivent venir du terrain. On doit avoir une coordination locale pour pouvoir s'adapter aux besoins locaux. Et là, je ne parle pas juste des médecins, je parle de tout le monde, okay? Tous les professionnels de la santé. Nous, localement, on a tenu des rendez-vous de la première ligne avec tout le monde, public, privé, tous les professionnels de la santé, les pharmaciens, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes. On a tous conclu qu'il faut avoir une structure de coordination locale, une table de concertation locale avec des citoyens, des patients de la région pour pouvoir répondre aux besoins pressants de la région. Ça ne doit pas venir de en haut, en haut, en haut, ça doit venir du terrain. Tu me lances sur la deuxième question. Ça prend l'intégration. Et ce qu'on a oui. fait Oui. avec les CIUS et les centres de santé, c'est qu'il y avait trop de silos. Là, on a réussi à les mettre ensemble dans une certaine intégration et que, oui, la communauté doit être inclue dans cette intégration, mais cette intégration ne peut pas être prescrite spécifiquement. Il faut que l'intégration émerge à De la travers base. les Ben oui, professionnels c'est de ça. la Mais- base. mais de Et la base. ce qu'on a fait les dernières années, on l'a imposé. Mais là, je on vais a dit, vous- vous fonctionnez comme ça, vous organisez comme ça, et je répète, et même votre organigramme de fonctionnement était déterminé. Moi, comme DG des hôpitaux, que quelqu'un me dit comment je dois gérer à l'intérieur de ma boîte, et je pose la question avec le ministre actuel qui va nommer un directeur dans chacun des établissements, qu'est-ce qui va avoir le pouvoir de ce directeur? Pense qu'il était directeur de Maisonneuve-Rosemont. Est-ce qu'il va être capable d'organiser et faire quelque chose comme les DG dans le temps étaient capables de faire à Maisonneuve-Rosemont Mais où là, tu étais, je Dr. vais vous Barrett? amener sur un autre terrain où Félix nous a ouvert la porte, qui est l'interdisciplinarité. Ouais. On parle d'interdisciplinarité. Dans les cancers, ça fait 25 ans au moins que les départements d'oncologie fonctionnent avec travailleuse sociale, avec psychologue, avec infirmière, avec oncologue. Toute l'équipe est autour avec l'infirmière pivot. La pivot, celle qui reçoit les téléphones, celle qui donne les résultats quand tu es anxieux, celle qui va arrimer les différents services. Actuellement, on parle donc des cliniques d'IPS, des GMF, des CLSC, des cliniques de physio. Tu as mal au genou, tu n'as pas d'affaire à voir un docteur, tu vas aller voir la clinique de physio. Comment on va garder le désir de communiquer, de un? Comment allons-nous communiquer de façon efficace? Martin, oui, on va s'envoyer des fax. Et l'autre chose, c'est qu'avec la paperasse qui prend 20 du temps clinique à remplir, si on en rajoute pour nous communiquer, est-ce qu'on va remettre au milieu un pivot? Pivot qui est la personne qui accueille. C'est un docteur, c'est lui qui coordonne. C'est l'IPS, c'est elle qui coordonne. Tu as un problème juste musculo-squelettique, mais on s'entend que tu es une personne. Ça se peut que quand tu commences à avoir mal au genou, tu aies plus que 50 ans et que tu aies besoin aussi de traiter ton hypertension, de traiter ta globalité. Alors, quels sont les objectifs et les moyens de valoriser cette collaboration? Christiane, j'aurais envie de te renvoyer la balle. Qu'est-ce qui l'empêche actuellement? Bien, actuellement, on va bâtir des qu'est-ce qui cliniques d'IPS, on bâtit des GMF, on bâtit OK. des... Parfait, on bâtit. parfait. Lobby. Alors, moi, là, quand j'étais pas là, un GMF, c'était fait pour être une équipe multidisciplinaire. Le message qui était envoyé, c'est que le médecin ne facture pas pour le travail de l'IPS, par exemple. Il y avait des mesures qui avaient été mises en place pour l'empêcher. Tout ça pour canaliser les efforts vers un travail d'équipe. Alors, explique-moi, tu n'as pas à répondre à cette question-là, expliquez-moi, vous autres, pourquoi ça ne se fait pas. Alors, il n'y a rien qui empêche de faire ça. Rien. Je sais pourquoi ça ne se fait pas. Et vous le savez. Mais ça, aujourd'hui, c'est possible. Oui, mais c'est une dynamique financière, vous savez. Le médecin, on le dit, c'est lui qui doit faire la prise en charge.
le médecin doit enregistrer un client, un patient, puis il doit faire c'est pas le médecin qui fait la prise en charge, c'est la personne qu'on appelle case manager, le gestionnaire, de cas, le personne pivot. Ah oui. Mais là, le pivot, le médecin, et je parle à vous autres, il faut accueillir ces gestionnaires de cas. Il faut avoir confiance en eux. Il faut laisser la marge pour qu'eux puissent gérer vos patients et vous envoyer quand c'est nécessaire pour votre intervention avec votre expertise. Et ça ne se fait pas. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été prôné par le FMOQ, ça n'a pas été supporté. On est dans une dynamique où on sait quoi faire. Vous l'avez nommé, en cancer, ça marche une merveille quand on l'a introduit. Et ça n'a pas bougé. Et pour les patients, tu as un numéro de téléphone. Tu peux appeler, tu n'appelles pas ton docteur. Tu appelles la personne qui est responsable de vous. Vous avez 82 ans, vous vous sentez mal. Vous avez quelqu'un à appeler qui connaît votre dossier. Il y a un lien d'attachement. Exact. On n'est pas chez McDo pour un café en ligne en t'attendant dans ton char. On est avec quelqu'un. Quand tu arrives au restaurant et qu'on te connaît, tu prends toujours un café avec un lait 2 sucres, Gaétan? Oui, correct. Mais juste cette petite phrase-là. Oui, c'est correct. Et je ne sais pas s'il y a, pour ceux qui sont intéressés, sur YouTube, il y a un petit vidéo d'un professeur universitaire qui est un intensiviste, qui est à la fois un artiste et à la fois un scientifique. Il a jumelé les deux, il a fait des études particulières là-dessus. Ça s'appelle 40 Seconds to Save a Life. Et ils ont pris des études multiples, mais entre autres, une étude où l'oncologue avait un petit papier qu'il devait apprendre par cœur. Bonjour, Madame Tremblay, je sais que je vais vous annoncer la pire affaire de votre vie aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez un cancer, mais voici ce qui va se passer et je vais être avec vous tout le long de cette démarche-là. Et en quittant, en mettant la main sur l'épaule, dire « N'oubliez jamais que nous sommes ensemble là-dedans, que si vous avez des questions, que si vous avez quelques interrogations que ce soit, je suis là pour y répondre. » Ça a diminué de 30 % l'utilisation des anxiolytiques. Ça a augmenté le pronostic de la survie des cancers. Et en oncologie, c'est quelque chose qui se pratique. 40 secondes. On va dire qu'on n'a pas le temps d'intervenir? Non. Qu'est-ce qui nous empêche, docteur, de faire une approche comme ça? Absolument rien. Ça. Bien, écoutez, moi, je travaille en GMF réseau. Ça va très bien. On a une belle collaboration interdisciplinaire. Le médecin a un rôle de leadership, mais tout le monde a un rôle de leadership au sein de l'équipe. Tout le monde a son expertise. Quand on regarde les pharmaciens communautaires, moi, je collabore étroitement avec les pharmaciens, autant au sein du GMF qu'en communautaire. Et on arrive à faire des choses extraordinaires. Mais as-tu des pharmaciens porteurs de ballons? C'est-à-dire, oui, tout à fait. C'est lui qui est le pivot. Bien, dans la région, on a des pharmaciens leaders qui, par exemple, notamment au niveau du GAP, qui développent des choses innovantes en collaboration avec les médecins et l'ensemble de l'équipe. Donc, il y a une volonté de collaborer, autant en communauté, autant au public qu'au privé. Alors, moi, je le vois à tous les jours, c'est mon quotidien. Donc, c'est pas, je ne vois pas pourquoi il y aurait un obstacle à la collaboration. L'obstacle, David l'a mentionné, là. Il y a eu une obstruction syndicale des médecins à ça. C'est une réalité. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis sûr que vous n'aimez pas ça quand je dis ça, là. Mais c'est la réalité. La réalité, là, je vais vous donner une autre réalité, là. J'en parlais hier au souper des conférenciers. Réalisez, là, entre 2009 et 2019, puis là, je vais aller jusqu'à 2024, il y aura en 2024 eu une augmentation de 40 % des officiers capables de donner des soins de calibre médicaux. Depuis 2009, il y a 2000 médecins de famille de plus en pratique sur un point de départ de 8000. 2000. Et il va y avoir 2000 IPS pour la quasi-totalité en IPS. Oui. Ça, c'est une augmentation de 40 % d'officiers qui donnent des services de calibre médical, selon leur dénomination. Voulez-vous bien dire, alors que la population n'augmente pas à la même vitesse, puis lâchez moi le vieillissement, là, voulez-vous bien dire pourquoi on ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas parce qu'on ne s'organise pas. La réponse, elle est à deux endroits. Le premier endroit, c'est que 35 % de la force qui est à temps partiel. Et la deuxième, c'est qu'on a
crée pas les conditions qui amènent les gens à changer de comportement. C'est tout. Mais ça se fait. Et ça commence par le terrain et vous avez la possibilité de le faire. Alors, j'amène ça à la question de l'accessibilité. Et pourquoi la population n'a pas l'accessibilité requise? Ça touche un peu la quantité de temps que les médecins présentent, mais ça touche aussi la difficulté. Ma fille est médecin, omnipraticien. Je parle avec elle. Elle passe 50 de son temps à l'hôpital. Je dis, pourquoi vous faites ça? Vous êtes omnipraticien. Vous êtes supposé d'être dans la communauté avec vos clients. Faites le suivi. Elle dit, c'est bien plus le fun à l'hôpital. Il me paye plus cher. Voilà, Il me paye plus cher. J'ai du support à l'hôpital. J'ai des équipes autour de moi. Et je suis capable d'être plus confortable dans ma prise de décision. Voilà. Puis, de toute façon, à partir du 4 heures, il n'y a pas de spécialiste. Revoilà. À partir du 4 heures, ils ont besoin de nous autres parce que les spécialistes ne veulent pas être là. Hey. Alors, Dr. Barrett, il faut changer fondamentalement, et c'est ça une partie de la discussion du ministre actuel dans la loi 15, je ne sais pas s'il va réussir ou pas réussir, mais changer la dynamique, comme vous avez dit, comment les fédérations ont joué un rôle, changer la dynamique. Les médecins s'en vont de plus en plus, et tu vas me dire le contraire, mais il y en a beaucoup qui glissent au privé parce que les patients veulent un accès, veulent avoir un accès rapide, un accès global. Et où est la place du privé dans notre système d'accès pour les patients? Les patients préfèrent aller au privé que de se battre pour aller au guichet d'accès première ligne, pour aller ici, pour aller là, raconter mon histoire 12 fois. En allant au privé, je vois le même, puis c'est tout. Christiane, avant d'aller au privé, il faut que je finisse sur ce que David a dit, qui est très, très, très pertinent. Puis là, je vais vous faire une confidence. Moi, je m'en suis fait passer une quand j'étais président de la FMSQ, puis une méchante. Et c'est ce qui a mené à la loi 130. Ça arrive, vous avez remarqué? La méchante que je me suis fait passer, c'est les internistes qui ont transformé leur pratique de médecins hospitalistes à consultants. Alors, en se créant une niche de consultants, cette fonction d'hospitaliste-là a été prise par les médecins de famille. Ben oui. 130, c'était pour renverser ça. Si les médecins de famille sont pour revenir en cabinet en quantité significative, il faut forcer les internistes à redevenir ce qu'ils ont toujours été, des hospitalistes. Il faut donner aux médecins omnis dans leur bureau l'accès à la technologie sans la Voilà, permission les de plateaux spécialistes. techniques. Il faut le donner. J'aime pas le fait qu'on dit de forcer. Moi, je vois le Parce qu'ils ne le font pas volontairement. Je vois le chemin inverse. On parle de relève, la jeunesse. Je vois des jeunes de l'hôpital qui vont au bureau. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôpitaux, ça va moins bien. Donc, ce que les jeunes veulent aujourd'hui, c'est de la collaboration interprofessionnelle. Exact. Ils veulent du support. Et si on leur donne, ils vont envahir les bureaux. Je vous le jure. Je vous le dis. Je travaille en première ligne et tous les irritants qu'on a en première ligne, la bureaucratie, la paperasse, le manque de coopération, c'est comme ça que les jeunes vont réinvestir les cliniques. Il y a des solutions très, très simples. C'est le discours qu'on me tenait de la part des infirmières, des docteurs. Tout le monde me disait ça. Il y a aujourd'hui, puis là, je vais dire quelque chose d'osé, pardonnez-moi, mais c'est juste fait de même, là. Il y a aujourd'hui une épidémie, une pandémie, c'est pas juste au Québec, c'est dans tout l'Occident. Ça s'appelle la qualité de vie. Alors, la qualité de vie touche toutes les professions, à tous les niveaux, et aujourd'hui, on recherche un certain niveau de confort physique et organisationnel. Le privé, tu veux aborder le privé? Bien, c'est là. C'est une des raisons pour lesquelles les gens vont au privé. Mais ils ont aussi, parce qu'ils débarquent, ils font leurs tarifs eux-mêmes, ils font leur organisation de temps eux-mêmes, ils font tout ça, et ça, pour eux, c'est alléchant. C'est vrai que l'appât du gain a été épouvantable et reste encore épouvantable. La qualité de l'acte, c'est pas vrai que tu poses un diagnostic de trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive en 5 minutes. C'est pas vrai que tu as le temps d'évaluer le risque suicidaire, c'est pas vrai que tu as l'histoire, c'est pas vrai que tu as tout ça et tu pars avec des médicaments pour 6 mois. Où est le collège dans la surveillance de la qualité de l'acte? Et tant au privé qu'au public,
comment intégrer tout ça? Parce que là, Mais là, hors faut pas privé, accuser- faut- tu n'as pas de syndicat, là. Mais là, tu n'accuses pas Là, le t'en as. privé de faire de la mauvaise médecine. là. Je ne dis pas ça du tout. Je dis un dans l'autre. Pourquoi le 5 minutes reste encore? On a la RAMQ qui peut investiguer. On a l'ordre professionnel qui peut investiguer. Comment la qualité de l'acte a perdu? Et d'autre part, je veux savoir quelle est la place du privé au niveau de l'accès aux soins du patient et du service continu du patient. Le problème numéro un, devant tous les autres problèmes dans le système de santé canadien, là, c'est pas juste au Québec, c'est sa capacité. On n'a pas les ressources pour donner ça. Alors, si le public n'est pas capable d'avoir la capacité, il faut bien que quelqu'un le donne. Alors, la donner, cette capacité-là, bien, ça passe malheureusement ou heureusement, selon le point de vue, par le privé. Pour moi, l'enjeu, ce n'est pas un enjeu public-privé. C'est de s'assurer qu'avec le privé, on a une relation d'affaires, de livrables, mesurée, qualité, comme tu dis, mais au juste prix. Et pour ça, ça passe par l'ouverture des livres des deux bords. Ouais. Le public doit ouvrir ses livres, le privé doit avoir ses livres. J'ai aucun problème, moi, avec une marge de profit, mais contrôler, c'est ça le rôle de l'État, mais le privé a un rôle à jouer et aura de plus en plus de rôle à jouer. David, puis Félix, le vrai après. problème qu'on a ici et qu'est-ce qui pousse le privé, c'est la rétention de notre main-d'œuvre dans notre réseau parce qu'on n'a pas créé un climat sain. On n'a Voilà. pas créé OK. un climat Là, je prends qui position. est capable Non, mais d'accueillir et Attends, capable Félix de est avant- garder. Félix est avant toi. Alors, Ouais. pourquoi les agences infirmières ont si bien roulé? Pourquoi on était si rigide dans le temps supplémentaire obligatoire, imagine obligatoire, et que ce n'est pas l'infirmière elle-même qui s'offre, c'est une cause noble, la santé. Ah non, Ce mais- qu'on Félix, fait dans la Vas-y, santé Félix, mais il faut que auprès tu me des laisses patients. dire une affaire avant la Il fin. reste une minute à Alors, toi. j'ai un point de vue très terrain. là. J'ai des infirmières qui me rencontrent, qui sont passées au privé. Le fameux passage au privé, là, ils me disent toutes la même chose. Ils disent, je ne pouvais pas faire la pratique que je voulais faire. Je ne pouvais pas soigner les patients comme je voulais les soigner. J'avais des contraintes administratives, syndicales ou autres. Mais je suis passé au privé. Je suis Non, passé au privé de temps. pour cette raison, pour pouvoir soigner les gens comme je le veux. Donc, moi, je pense qu'au public, ce qu'on doit faire, c'est la rendre plus efficace, débureaucratiser, décentraliser, ramener un sentiment d'appartenance. Et là, il va y avoir vraiment une vague vers le public. Donc, ce n'est pas un enjeu public-privé, c'est vraiment un enjeu Ben de oui. conditions de travail puis de réappropriation de ce qu'on veut faire dans la vie. Je suis d'accord, on va terminer dans 20 secondes, on va terminer sur une réflexion. C'est quand la dernière fois que vous avez vu le syndicat des employés de Bombardier sortir sa place publique, critiquer les avions qui sortent de la chaîne de montage chez Cascade, chez GM? Jamais. Nous, on vit dans un système public où le monde syndical s'applique à tous les jours à noircir leur milieu de travail. La chicane va pogner. bonne gestion, je vais vous dire, à mon époque à Verdun, puis à Notre-Dame, Gérard Delarose, président de la CSN, nous donnait à l'hôpital la félicitation de la gestion qu'on avait avec la main-d'œuvre parce qu'on l'a géré comme il devrait être géré. Et Alors, moi- ce n'est pas un et- problème syndical. Et moi, attends une minute, et moi, là, je suis rendu à l'âge où j'ai des enfants qui sont rendus à l'âge du marché du travail. Donc, il y en a là-dedans qui sont dans le système de santé, là. Et ce qui se disait dans mon temps se dit intensément aujourd'hui, là. Les jeunes infirmières qui arrivent dans tel hôpital, tel hôpital, tel hôpital, qui se font dire par le délégué syndical, « T'en fais trop! T'en fais trop! » Des jeunes enthousiastes qui viennent là pour le plaisir, « T'en fais trop! » Bien, c'est ça. Puis après ça, on s'en va dans le média, puis on dit le système de santé, c'est l'enfer, on est ci, on est ça. Ça aide pas. Actuellement, Félix, on va finir avec Félix qui est merci. terrain, si vous Oui, le permettez. ben, encore une fois, je vous On va donne... retourner, comme on dit, sur le plancher des vaches. là. C'est ça, sur le plancher des vaches. Je vous donne un exemple. Des vaches, moi, là. Localement, on a l'hôpital autochtone Mohawk à Ganawagé, Ganingahaga, c'est les gens de Mohawk ici. Puis ils ont une communauté, ils ont des gens qui veulent travailler au sein de l'hôpital, le Calgary Memorial Hospital Center. Ils sont très motivés. Il y a un très haut sentiment d'appartenance et il y a peu de roulement. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour leur communauté. Et là, il faut ramener ce sentiment d'appartenance-là, le sentiment de que vraiment on dessert notre population locale. C'est ça la clé. Bien, bravo. Merci à nos panélistes. On n'a pas touché à l'informatisation. Dieu merci. Mais
Il y aura d'autres endroits pour en discuter Peux-tu en faire masse. un message public? Vas-y. D'intérêt public? Vas-y. Alors, si le Top Gun est dans la salle, là, je vais vous dire 2 mots. Denis Marcelet. Alors, si vous prenez la job, assurez-vous de savoir ce sur quoi vous allez être évalué. Oui. Et ce sur quoi vous allez travailler. Ouais, parce que sinon, vous allez cracher. là. C'est ça qui va arriver. Là. Voilà. c'est tout. Alors, merci à tous de votre écoute et partez les discussions. Nous, on n'est que des sommeurs d'idées. Merci. On applaudit à nouveau tous nos panélistes. Doc Laberge, la modératrice. C'est très bien parti. Les discussions sont donc bien entamées. On vous invite à aller dans le salon des exposants pour la pause café pour débuter votre quête du Plaquetto Poli. Et à 10h15, vous aurez les indicatifs sonores pour le début des conférences que vous avez choisies. Allez, bon congrès à tous!